19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 20 juillet 2022. La plainte du magistrat Gali Ali contre le général Abou Tarka et Inazel Abdou pour tentative de corruption connaît désormais son épilogue avec le classement sans suite de cette affaire par le procureur de la République du tribunal hors classe de Niamey hier mardi à 19 juillet. Une décision judiciaire qui a suscité la réaction de l'avocat Maître Ould Salem Saïd que je vous propose de suivre. Mon sentiment, c'est un sentiment mitigé d'inquiétude. Je suis étonné et surpris. D'abord parce que je vous rappelle que l'un des mis en cause est un commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Niamey. Et il a de ce fait, conformément à l'article 50 de la loi 2003 qui porte en code de justice militaire, qualité d'officier de police judiciaire militaire. Donc, et conformément à l'article 640 du code de procédure pénale nigérien, et lorsque un officier de police judiciaire est impliqué dans une infraction, on dit bien hors ou dans l'exercice de ses fonctions, et le procureur de la République, quand il reçoit la plainte, il transmet sans délai la plainte à la Cour suprême, donc l'actuelle Cour de cassation, qui est compétente pour désigner la juridiction compétente pour instruire ou juger l'affaire. Donc nous estimons que c'est en violation de cette disposition que le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a procédé à un classement sans suite. Donc c'est pourquoi d'ores et déjà nous avons saisi le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour faire observer ces éléments. Et nous avons aussi saisi le procureur général de la Cour d'appel de Niamey. Une plainte avec constitution de partie civile aussi est en train d'être déposée et par devant le doyen de juge d'instruction du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Parce que je rappelle que le Niger a signé et ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui, à son article 7, et rappelle que tout citoyen a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Donc, moi je pense que c'est un droit pour mon client d'accéder aux juridictions de son pays. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été ratifiée depuis juillet 1986. Et cette disposition est rappelée aussi à l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple, qui fait corps avec notre constitution dans son préambule. On dit dans notre constitution de novembre 2010 que le peuple nigérien réaffirme son attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du peuple. C'est pour vous dire que nous allons aller jusqu'au bout, nous allons nous battre et nous sommes disposés à déplacer même le litige, même devant les juridictions communautaires ou les juridictions régionales. Assemblée générale ce matin à la direction générale des impôts. Cette activité initiée par le syndicat national des agents des impôts section de Niamey vise à apporter son soutien au bureau dirigé par Oumarou Moussa, nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Rejeté en bloc, le congrès est tenu le dimanche 17 juillet dernier à Niamey, qui a conduit à la mise en place d'un nouveau bureau du syndicat national des agents des impôts SNAI, objet de cette assemblée générale de la section de Niamey. Le secrétaire général national sortant du syndicat pointe du doigt la CDTN et la direction générale des impôts d'être responsables de ce remue-ménage syndical. Un individu ne peut pas se lever un bon matin dire qu'il va imposer ses dirigeants syndicaux aux autres camarades. Nous avons vu les complots qui se sont ourdis contre nous. Aujourd'hui, tout le monde, c'est Moussomour l'obstacle, c'est l'homme à abattre. La CDTN compris. Notre centrale mère qui prend des positions dans les questions syndicales internes au SNAI. On a retenu nos cotisations syndicales, ça fait presque un mois. Sans raison valable. Et ça, nous allons l'attaquer aussi devant les tribunaux. Il n'a aucun droit, c'est les cotisations des militants. Il n'a aucun droit de retenir nos cotisations entre ses mains. Pourquoi? Il pense nous avoir affisqués. Nous avons dit, nous avons pris un avocat, nous avons attaqué leur congrès. Et nous sommes sûrs et certains que le juge lira le droit.
Ainsi, à travers cette assemblée générale, la section SNAI de Niamey affiche son ferme soutien à l'équipe dirigée par Moussa Oumarou. Ce bureau-là qu'ils ont mis, ce soit des bureaux qu'ils ont mis en place, nous, en tant que section de Niamey, si nous avons votre accord, votre soutien, nous n'allons jamais les reconnaître. Et Niamey, c'est la plus grande section. Donc si 80% des militants du SNAI refusent de reconnaître ces bureaux, ils seront dans l'obligation de revoir leur copie. Nous sommes de tout cœur avec le SG Moussoumourou. Chaque personne qui est impliquée dans ça a un motif qui n'a rien à voir avec l'intérêt général des agents des impôts. Or, pour ça, le SG de Niamey a dit négociation. C'est fini la négociation. Eux-mêmes, ils vont se noyer. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Niamey a plus de 700 militants. On veut quoi? La DGI, c'est 1100 agents, 1084 avec précision. Si vous êtes 700, mais ça va. Il y a Maradi, il y a Agadez, on veut quoi? À quand la fin de ce bras de fer au sein du SNAI? En tout cas, les caisses de l'État risquent d'en pâtir avec cette division de ceux qui sont censés aller recouvrir les impôts. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies à l'Information, Hassan Barazé Moussa, a ouvert ce matin les travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet de la stratégie nationale de cybersécurité. Cette étape importante, la première du genre, va permettre d'assurer la transformation numérique de la société nigérienne. Nafissatou Yahya Alidou. C'est fort de l'engagement des politiques nigériennes dans la transition numérique que se tient cet atelier de validation de l'avant-projet de la stratégie nationale de cybersécurité. Cette stratégie, la première du genre, permettra d'assurer la transformation numérique de la société nigérienne. Pour en tout cas essayer d'atteindre ces axes stratégiques et tout un dispositif et mécanisme de mise en œuvre donc, qui a été défini dans cette stratégie. On va se retrouver en salle de commission avec les experts, en tout cas pour enrichir ce document, le premier du genre, et nous espérons que l'apport des uns et des autres peuvent en tout cas enrichir ce document qui sera en tout cas présenté aux autorités. Plusieurs programmes et projets sont initiés dans le but d'accélérer la numérisation de la société nigérienne, a souligné le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information. Donc la part du numérique dans l'administration, dans les entreprises, dans les produits et dans les métiers, en un mot dans l'économie, ne cessera de s'accroître. Vecteur d'innovation et de croissance, la numérisation présente aussi des risques pour l'État, pour les acteurs économiques et pour les citoyens. Cybercriminalité, concurrence déloyale et espionnage, désinformation et propagande, terrorisme et criminalité, sabotage et exploitation excessive des données personnelles menacent la confiance et la sécurité dans le numérique et appelle une réponse collective et coordonnée de notre part. C'est pourquoi la cybersécurité est indispensable dans presque toutes les activités humaines. Elle est devenue une priorité pour les entreprises, mais aussi pour les États à qui incombe l'obligation de protéger les populations et leurs biens. Le Niger numérique voulu par le président de la République doit promouvoir nos valeurs, notre économie et protéger les citoyens. Le ministre de la Poste et des NTIC a enfin tenu à saluer le groupe technique multidisciplinaire pour la qualité des travaux abattus dans le cadre de la validation de l'avant-projet de la stratégie nationale de cybersécurité. Oxfam Niger organise depuis ce matin au SNAD un forum national des jeunes pour la capitalisation des résultats des études sur la jeunesse au Niger. Ce forum d'une journée a vu la présence de plusieurs invités, nous rapportent Asma Oseidou et Boubacar Souley. Capitalisation des résultats des études sur la jeunesse au Niger, c'est le thème retenu pour le présent Forum national des jeunes initié par l'ONG Oxfam Niger. Ce projet du forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du dialogue africain pour les politiques publiques au Niger. L'objectif du projet est de promouvoir le processus basé sur des données probantes, d'élaboration de politiques de développement inclusif en Afrique, et ce choix est porté sur le développement inclusif
est fondée sur des préoccupations en lien avec des inégalités constatées et de la pauvreté dans certains pays africains. L'exclusion ou la mauvaise intégration de certaines personnes ou de certains groupes au processus socio-économique et politique peut engendrer une détérioration des moyens d'existence, une intensification des risques de conflit, les pertes d'emploi, la migration et d'autres options néfastes pour les communautés, surtout les jeunes, bien sûr les jeunes filles, jeunes garçons, en du jeunes, qui en ont besoin d'information et d'encadrement. C'est pourquoi Oxfam a pensé utile d'organiser ce forum d'échange avec les jeunes pour les informer des réalisations importantes qui sont faites pour eux avec la pleine participation de leurs pairs. Grâce à cette initiative, on peut citer quelques réalisations clés. Une analyse critique de l'impact de la politique nationale jeune 2016-2020 et les besoins non satisfaits des jeunes en matière d'employabilité et revenus conduite par l'Université de Zender, une analyse systémique du secteur de la jeunesse au Niger et l'organisation d'une journée parlementaire sur les résultats de l'analyse systémique. Ce forum est hautement apprécié par la secrétaire générale adjointe du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'analyse de la problématique du secteur de la jeunesse a souvent démontré que cette frange importante de la population constitue un moteur de développement lorsque ses préoccupations et aspirations sont prises en compte. En effet, la jeunesse est un véritable réservoir de la population active dont a besoin notre économie pour se développer et se diversifier. En effet, un des défis majeurs en matière de développement au Niger se situe au niveau de l'emploi, tant au niveau du manque de travail stable et décent que du sous-emploi, et ce particulièrement pour les jeunes. Cette situation s'explique par le caractère informel et la fragilité des petites entreprises qui ne peuvent engager de la main-d'œuvre en raison de leurs modestes revenus et par la faiblesse du mécanisme d'accompagnement des entreprises pour appuyer l'entrepreneuriat des jeunes. Sur le plan stratégique, la politique nationale de la jeunesse constitue le cadre de développement de synergie et de mutualisation des efforts en vue de favoriser l'intégration de la jeunesse dans tous les secteurs de la vie économique. Durant cette journée, des experts vont entretenir les participants sur plusieurs thématiques en lien avec le forum organisé grâce à l'appui technique et financier de Include. Début ce matin au siège de l'ONG FAD d'un atelier de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel adressé à l'État du Niger en 2021. Un atelier organisé par l'ONG FAD Niger en collaboration avec WILPTA. Arieta Salah, Ibrahim Abdou. Cet atelier qui regroupe les hommes des médias et les acteurs de la société civile œuvrant pour la promotion de la femme porte sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel adressé à l'État du Niger en 2021. Un atelier aux objectifs multiples. L'objectif de cet atelier est de recenser et présenter toutes les recommandations de l'EPI en lien avec les droits des femmes et des jeunes filles. D'élaborer un outil de suivi de ces recommandations conformément au plan national d'opérationnalisation des recommandations. De mettre en place un comité de plaidoyer et de mobilisation des ressources et d'élaborer une feuille de route pour le plaidoyer et la mobilisation des ressources auprès des ambassades et institutions opérant au Niger. L'ONG FAD Niger entend mettre en avant certaines recommandations dans le cadre de ses prochaines actions de plaidoyer avant le prochain examen périodique universel. Réglementer les lois coutumières et renforcer les lois statutaires, notamment l'article 144 du Code pénal, afin de porter l'âge du mariage des filles à 18 ans et d'inclure des sanctions pénales en cas de non-respect. C'est une recommandation qui a été faite par le Danemark. Il peut être important de rappeler au gouvernement que cette recommandation a aussi été faite par d'autres pays dans les passages antérieurs. La recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples du Niger qui dit renforcer les mesures de promotion et de protection des droits des enfants en vue de combattre définitivement l'exploitation des enfants, les mariages d'enfants, les mutilations génitales féminines et les violences domestiques.
ainsi que la recommandation générale conjointe numéro 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et numéro 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables de 2014, le comité a recommandé ainsi à l'État partie d'accélérer l'adoption d'une législation relevant l'âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons et exigeant le consentement des deux futurs époux, d'abroger toutes les dispositions discriminatoires du Code civil et d'adopter le Code d'état civil non discriminatoire. Cet atelier de 48 heures est organisé par l'ONG Femmes Action et Développement FAD Niger en collaboration avec la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, WILF. Cérémonie de vernissage du premier livre sur la microfinance au Niger intitulé L'histoire de microfinance au Niger. Ceci est l'œuvre de Maître Aminata Ba, la retraite, qui propose ce livre au paysage de la finance au Niger. La cérémonie est organisée par le cabinet Leader d'Afrique sous le haut patronage du ministre des Finances et le haut commissariat à l'initiative 3N. Hamza Sakou. Après ses 30 années d'expérience dans la microfinance au Niger, Mme Aminata Ba s'est inspirée de l'écrivain Amadou Ampaté Ba, motif pour lequel elle a consacré un moment pour écrire le premier livre sur la microfinance intitulé « L'histoire de la microfinance au Niger ». Cette cérémonie consacre son vernissage organisé en collaboration avec le cabinet Leader d'Afrique. L'organisation du vernissage de cet ouvrage, nous l'avons accepté parce qu'il rentre dans le cadre des activités de notre structure Leader d'Afrique, notamment notre 6e domaine d'activité qui est le Pro-Event, notamment l'organisation des événements professionnels, scientifiques et techniques. Madame Aminata Ba a fait sa carrière, elle est partie à la retraite. Et nous sommes dans un monde où tout est voué à l'anéantissement, un jour elle s'en ira. Mais elle a choisi d'écrire son expérience pour nous servir et construire notre Niger de demain. Et c'est à ce à quoi nous invitons nos tantis, nos tontons, qui ont aussi fermé la porte à l'administration, de ne pas laisser la bibliothèque s'éteindre lorsqu'ils s'en iront, mais de nous laisser leur expérience à travers les écrits. Mais à eux et à nous, nous disons, il ne suffit pas d'écrire, il faut lire. La semaine passée seulement, je partageais une inspiration dans laquelle je notais « Celui qui ne lit pas n'est pas mieux que celui qui ne sait pas lire ». Madame Aminata Ba a parcouru un long chemin dans ce domaine, dira le parrain de cette rencontre qui la présente. Madame Ba est diplômée du CEFEB, le Centre d'études financières, économiques et bancaires. Elle était ancien cadre supérieur du ministère des Postes de télécommunications et ancienne secrétaire exécutif de l'Agence de régulation du secteur de la microfinance. À ce sens, donc, elle possède une longue expérience dans le domaine de la microfinance. En effet, ses fonctions de directrice commerciale à la Caisse nationale d'épargne l'ont conduite dès 1986 à adhérer au réseau informel pour la promotion de l'épargne et du crédit qui regroupait tous les intervenants dans l'épargne et le crédit, à savoir les partenaires techniques et financiers des institutions nationales, les consultants et ainsi de suite. Elle a réalisé en outre, en qualité de consultante, une étude sur les approches de crédit, le crédit solidaire, le crédit épargne et l'épargne crédit destiné aux communautés de base du Niger. Par la suite, nommée première secrétaire exécutive de l'Agence de régulation du secteur de microfinance, elle a participé à ce titre à l'assainissement du secteur et à son renforcement. Elle a également participé, comme l'a rappelé le haut-commissaire à l'initiative 3N, à la mise en place des instruments destinés à la promotion de la finance, notamment dans le secteur rural, notamment le FISAN. Elle a bien voulu cette fois-ci partager sa large expérience du secteur de la microfinance dans ses livres qui servira, je n'en doute point, de référence pour la bonne compréhension de la configuration du paysage de la microfinance dans notre pays. L'un des maîtres d'œuvre de la cérémonie, le Haut Commissariat à l'initiative 3N,
a tenu à féliciter et encourager l'écrivaine pour son apport dans l'extension de la microfinance au Niger. Au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs surviennent généralement durant la saison des pluies. C'est notamment le cas du département de Gaïa. Mais selon la plateforme paysanne, la récurrence de ces conflits a diminué dans le temps. C'est un reportage du studio Kalangou. Au Niger, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents. Ils surviennent généralement pendant la saison des pluies. Le département de Gaïa connaît aussi ce genre de confrontation. Zama kurkwa asidi ngwari almano manangwa alforomosta iningwa ilwo kan iban kadona igdu bon fere kayan kayade wodin se da fulam da alfari ko tigana kurkoka igra sai ko sabinga almano ganandi am koyine wal binda am hagboy am sifuro zama da furo ni di iga kara dina karam agabara wat kan fare bere ne gaba kuma nongo kwaro ragon da fa zaiduma zan kulmini hunkuni goga duma digani almani masigan farera to hayni man fatene almani masigan mateno ni bay za nodi no yanja sinti ngeno gogata irma far to za edum gene irma sigan fonda kal irmi tondoga har mo fonda iga kan kamandi to kan gonda almam bobe diga amatakar ite kudde no bisanda afa ko rubanda kaka fo kimani hokate no man ciadi mon. De nature complexe, la récurrence de ces conflits a baissé dans le temps selon les observations de la plateforme paysanne. Les conflits, parfois, ne sont pas des conflits uniquement entre agriculteurs et éleveurs, mais c'est parfois agriculteur-agriculteur, et ceci aussi est valable entre éleveurs et éleveurs, mais ça oppose aussi les éleveurs à l'État parfois, ou les agriculteurs à l'État, puisqu'à travers la plateforme, nous avons des agriculteurs, nous avons des éleveurs, nous avons des pêcheurs. Et comme on se parle tout le temps, donc ça commence à porter des fruits. On connaît de plus en plus, en tout cas, moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs qu'auparavant aux années 92 ou aux années 90. Jibobanya indique également que l'État doit faciliter la vulgarisation des textes et le respect des lois en vigueur. Aujourd'hui, on vient d'adopter la politique foncière. C'est de faire en sorte que le contenu de ce document ne soit pas dans les tiroirs, qu'on puisse aller le vulgariser. Et deuxièmement, maintenant, au niveau de l'État, il faut que l'État fasse respecter aussi la loi. Parce que quand il y a un jugement qui est rendu, une fois que l'autorité n'est plus là, on remet en cause. Ça, c'est la faute de l'État. Donc l'État doit aussi s'assumer. La rubrique chronique juridique de ce journal porte sur le conseil municipal et le maire. Il est question du rôle, du fonctionnement et les attributions du conseil municipal et de son organe exécutif avec Maître Alfred Goubaji, juriste, président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des collectivités territoriales. Nous allons nous référer à la Constitution du 25 novembre 2010. C'est le titre 10 de cette Constitution qui traite des collectivités territoriales. Quand on considère l'article 164 de la Constitution du 25 novembre 2010, il dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique. Elles s'administrent librement par des conseils élus. Nous allons également nous référer, en dehors de la Constitution du 25 novembre 2010, à l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Donc, c'est sur ces deux textes que nous allons nous appesantir pour présenter au public le rôle ou le fonctionnement ainsi que les attributions du conseil municipal et de son organe exécutif qui est le maire. Donc, quand on se réfère à l'article 2
de l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. Alors, cet article dispose que les collectivités territoriales sont la commune et la région. Donc, nous avons deux types de collectivités territoriales. La commune, d'une part, et la région. Pour le cas de ce numéro, nous allons nous appesantir sur la commune. Alors, l'article 3 de cette même ordonnance dispose que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. C'est-à-dire, nous avons un conseil qui assure la gestion de l'entité communale. Maintenant, à la tête de ce conseil, nous avons un organe exécutif qui est le président, en l'occurrence le maire. Ce qui va nous amener à voir aujourd'hui les attributions ou, si vous voulez, comment est-ce que cette ordonnance organise ce conseil municipal, ses attributions, ainsi que celles de son président, qui est le maire. Donc, référons-nous à l'article 50 de l'ordonnance citée tantôt, l'ordonnance 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales. Eh bien, cet article 50 dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Mais avant de parler de cet organe exécutif, je voudrais que nous nous appesantissons sur le cas du conseil municipal. Nous allons voir la formation du conseil municipal, de qui le conseil municipal est-il composé, quelle est l'étendue des compétences du conseil municipal. Et après, nous allons voir quelles sont les compétences ou les attributions, cette fois-ci, du président du conseil municipal, qui est le maire. On va voir quelles sont les attributions du maire, quels sont les actes qu'il peut prendre, jusqu'à quelle limite, est-ce qu'il y a des cas d'incompatibilité entre ses fonctions, ainsi que certaines nominations qu'il peut avoir au niveau, est-ce qu'il peut être nommé à d'autres fonctions, etc., etc. Donc c'est un peu de ça que cette ordonnance 2010 parle dans le cadre de la gestion des collectivités territoriales. Donc s'agissant du conseil municipal, l'article 23 de l'ordonnance 2010 dispose que le conseil municipal est l'organe délibérant de la commune. La durée de son mandat est de 5 ans. Mais en cas de nécessité, ce mandat peut être prolongé de 6 mois ou plus par décret pris en conseil des ministres. Nous venons de sortir des élections. Vous avez suivi. On a assisté à l'élection des conseillers municipaux. Et déjà, je pense que vous avez vu, les conseils municipaux sont installés un peu partout dans les communes. Donc, ces conseils municipaux ont un mandat de 5 ans. Ce mandat-là peut être prorogé au terme de cet article 23 de 6 mois, mais cette fois-ci par décret pris en conseil des ministres. Maintenant, s'agissant de la formation du conseil municipal, le conseil municipal est composé des membres élus qui ont battu campagne, qui ont été élus, et des membres de droit. Les membres élus, ce sont les conseillers qui ont pu se faire élire au sein du conseil. Maintenant, les membres élus ont la qualité et portent le titre de conseil municipal dès qu'ils ont été élus. Maintenant, les députés qui n'ont pas été élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province ou les chefs de groupement sont membres de droit du conseil municipal. Ce ne sont pas des membres élus, mais d'office et de droit, ils sont membres du conseil municipal. Les députés non élus au conseil municipal, les sultans, les chefs de province, les chefs de groupement, etc. Donc, ils sont membres de droit.
Et en tant que membre de droit, il ne participe pas au vote parce que le conseil municipal est appelé à prendre des délibérations. Donc, lors de ces délibérations, les membres de droit ne votent pas. Mais par contre, ils ont une voix consultative. On peut les consulter sur certaines questions. Donc, en cas d'empêchement, le sultan, le chef de province, de canton ou de groupement peut se faire représenter par un des membres de sa cour. Alors, s'agissant à présent des attributions du conseil municipal, l'article 29 de l'ordonnance 2010-54 dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Et à cet effet, il décide des mesures à prendre pour assurer le développement économique, social et culturel de la commune. Maintenant, on va un peu développer, expliquer un peu plus au fond ce qu'on entend par tout ceci. Donc, il exerce des compétences propres et des compétences qui lui sont transférées par l'État. L'État peut transférer des compétences aux communes. Donc, ces compétences-là, ces communes peuvent les exercer librement. Donc, à ce titre, le conseil municipal délibère dans les domaines suivants. Premièrement, sur la politique de développement de la commune. Donc, tout ce qui concerne le développement de l'entité communale, le conseil municipal est compétent pour prendre des délibérations. Et dans cette première catégorie de compétences, il peut, par exemple, ça peut être lié au plan de développement communal et autres outils de planification. Le conseil peut prendre des délibérations sur des initiatives de soutien et de suivi de la mise en œuvre des actions de développement entreprises au sein de la commune. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la pisciculture, etc. Il peut également, ça peut concerner la préservation et la protection de l'environnement, la gestion des ressources naturelles. Le deuxième grand volet où le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de la création et de la gestion des équipements collectifs, notamment la construction et l'entretien des écoles primaires et maternelles, la construction et l'entretien des centres de formation de l'éducation non formelle, la construction et l'entretien des courants des centres de soins de santé primaires, la construction et l'aménagement et l'entretien des fontaines et puits publics, etc. La réalisation des entretiens et gestion des parcs publics. Il y a toute une panoplie de compétences qui est reconnue au conseil. Maintenant, le troisième grand volet, il s'agit de la création des services d'intérêt communal, notamment l'organisation et la gestion des transports urbains, l'aménagement de parkings et aires de stationnement sur la voie publique, l'assistance sociale aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux orphelins, l'appui aux services financiers décentralisés. Là également, les compétences sont énormes. Le quatrième grand volet ou le quatrième grand pilier sur lequel le conseil municipal peut prendre des délibérations, il s'agit de l'hygiène publique et l'assainissement, notamment la collecte et l'évacuation et le traitement des eaux usées et des ordures ménagères, la collecte et l'évacuation des traitements des eaux pluviales, etc., etc. Le cinquième grand pilier, c'est la gestion domaniale et foncière, c'est-à-dire l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc, le sixième grand volet, c'est la gestion financière de la commune, parce que c'est important. C'est pourquoi la commune a un budget propre pour assurer le fonctionnement. Donc, à ce titre, elle peut prendre des délibérations sur les budgets et comptes, la création des impôts et taxes rémunératoires conformément aux dispositions de la loi des finances, la fixation des taux des impôts et des taxes, n'est-ce pas, dans le cadre de leurs actions. Donc, vous voyez en somme, la commune a tout un volet de compétences où elle peut, ou bien c'est-à-dire le conseil municipal peut prendre des délibérations. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ces attributions du conseil municipal. Et nous le rappelons, déjà nous avons précisé que le conseil là, il a un mandat de 5 ans et que ce mandat peut être prorogé de 6 mois par décret pris en conseil des ministres. Maintenant, dans quelles conditions le mandat du conseiller peut prendre fin? Le mandat du conseiller, au terme de l'article 38, peut prendre fin soit par décès, en cas de démission volontaire, ou de la démission d'office, ou en cas de révocation. Voilà les cas dans lesquels le mandat du
conseiller peut prendre fin. Maintenant, revenons au niveau de l'organe exécutif, puisque nous avons dit que le conseil municipal, une fois installé, peut voter ou bien peut élire en son sein un président qui est le maire et qui sera l'organe exécutif du conseil municipal. Donc, s'agissant du maire, l'article 50 précisé, ou bien cité tantôt, dispose que le maire, président du conseil municipal, est l'organe exécutif de la commune. Donc, le nombre, bon, il est assisté d'un ou de 2 adjoints selon la taille de la commune. Le nombre d'adjoints au maire est fixé à 1 pour les communes dont la taille du conseil varie de 11 à 15 sièges inclus et à 2 adjoints pour la commune dont la taille est de 16 à plus. Maintenant, s'agissant de l'élection du maire, l'article 54 dispose que le maire et le ou les adjoints sont élus par le conseil municipal en son sein. C'est important de le préciser. Et le maire ainsi que ses adjoints sont élus parmi les conseillers élus titulaires d'au moins le brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent. L'élection du maire a lieu lors de la première réunion du conseil municipal. Et c'est le représentant de l'État qui convoque cette réunion. Et le représentant de l'État dresse un procès verbal de l'installation du conseil municipal. Et la réunion du conseil municipal est présidée par le conseiller le plus âgé. Il est assisté du plus jeune conseiller, sachant lire et écrire. Ce dernier assure le rôle de rapporteur. Donc voilà un peu comment se fait l'élection du maire, président du conseil municipal. Maintenant, l'une des choses qui va nous intéresser encore ici, c'est le mandat du maire. À ce sens, ou à ce titre, l'article 56 de cette ordonnance précise que le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée. Nous avons précisé que le mandat, il est de 5 ans. Donc, ils sont élus pour la même durée. Une fois élus, ils doivent avoir leur domicile dans la commune et le mandat du maire est renouvelable. Le maire est astreint au port des écharpes aux couleurs nationales dans les cérémonies officielles et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions rend nécessaire le port du signe distinctif de son autorité. Vous voyez, souvent, lors de la célébration des mariages, vous voyez les maires porter leurs écharpes ou bien lors des cérémonies. C'est cet article qui leur fait obligation de porter cette écharpe afin de distinguer ou bien de montrer l'autorité qu'ils reçoivent de par la loi. Alors, maintenant, outre les cas prévus à l'article ci-dessus, qui mettent fin au mandat du conseiller, le maire ou celui de ses adjoints, le mandat du maire peut prendre fin par démission volontaire, par démission d'office ou par révocation. Donc là, au même titre que le conseiller, là, en fait, c'est pratiquement les mêmes conditions qui s'appliquent également au maire parce qu'il fait partie également du conseil municipal. Maintenant, je voudrais ici préciser quelques incompatibilités de la fonction du maire. Il y a quelques fonctions qui sont incompatibles avec sa fonction. Et nous retrouvons cela au niveau de l'article 64, qui dispose que sont considérés comme cas d'incompatibilité avec le mandat du maire et de son adjoint les fonctions suivantes. Président et secrétaire général des institutions de la République, membre des cours et tribunaux, membre du gouvernement, préfet et gouverneur, consul et ambassadeur, membre des corps d'inspection et de contrôle de l'État et des collectivités territoriales, directeur d'une société nationale ou d'une société anonyme, directeur d'un établissement public à caractère administratif, secrétaire général et directeur d'administration centrale, secrétaire général de région et de département,
agent des forces de défense et de sécurité, chef traditionnel, employé de la commune où il exerce. Donc, ici, ce sont des cas d'incompatibilité avec la fonction du maire. Maintenant, vous pouvez avoir également des cas de faute grave qui peuvent aussi porter préjudice à la libre, si vous voulez, jouissance du maire de ses fonctions. Là, on a toute une liste. Il s'agit par exemple du détournement des biens ou des deniers publics dûment constatés par les services compétents. Il s'agit des prêts irréguliers sur les fonds de la commune. Il s'agit de l'endettement de la commune résultant d'une faute de gestion. Il s'agit du refus de signer ou de transmettre à l'autorité de tutelle une délibération du conseil municipal, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie également d'actions qui peuvent être considérées comme des fautes graves qui peuvent être commises par le maire dans l'exercice de ses fonctions. Donc, vous voyez ici que le maire a toute une panoplie de compétences qu'il peut exercer. Maintenant, je voudrais terminer avec quelques points qui vont concerner les attributions du maire et de ses adjoints. Parce que dans le cadre de ces actions, comme au même titre que les conseils municipaux, nous avons précisé que le maire, en tant que président, peut exercer des compétences ou bien peut mettre en exécution les attributions ou bien les décisions prises par le conseil municipal. Et à ce titre, quand on regarde l'article 78, il dispose que le maire a la charge de la convocation du conseil municipal, de la bonne tenue des sessions du conseil municipal, de l'exécution des délibérations du conseil municipal, de leur publication et de leur transmission aux représentants de l'État. Ce sont les attributions du maire. Maintenant, un peu plus au fond, en sa qualité d'organe exécutif, le maire est chargé d'élaborer et mettre en œuvre le plan de développement communal. Il est chargé de préparer et exécuter le budget de la commune, dont il est l'ordonnateur. Il doit tenir les comptes de la commune. Il est également chargé de recevoir les dons et les legs acceptés par le conseil municipal. Il établit les impôts, ou bien le rôle des impôts, les taxes et les redevances. Le maire veille à leur bonne exécution. Il doit conserver et administrer les biens du domaine public et du domaine privé de la commune. Le maire met en œuvre les outils d'urbanisme. Il doit surveiller les établissements communaux, gérer le personnel de la commune, faire tenir et conserver les archives communales, négocier et signer les contrats plans État-commune, négocier et signer les accords de coopération de la commune avec d'autres collectivités et organismes nationaux et étrangers. Et enfin, il rend compte au conseil municipal. C'est très important. Donc, vous voyez, il y a également tout un éventail ici aussi de compétences dévolues au maire en tant que président du conseil municipal. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire ici sur le conseil municipal et son président, qui est le maire, sur leurs attributions, ainsi que le régime des incompatibilités qui peuvent intervenir relativement à leurs fonctions, ainsi que la durée de leur mandat. Donc, il faut retenir tout simplement que le conseil municipal est un organe prévu d'une part par le Code général des collectivités territoriales, mais aussi par la Constitution du Niger, notamment l'article 164 précité, parce que cet article parle de l'administration du territoire de la République du Niger. Et en substance, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, cet article dispose que les collectivités territoriales sont créées par une loi organique et elles s'administrent librement par des conseils élus. Et c'est ce que nous venons de voir. Je vous remercie.